Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Qualityso dédiée aujourd'hui à l'analyse des risques des dispositifs médicaux. Cette vidéo se veut avant tout pratique. Après un bref rappel de ce qu'est l'analyse des risques, nous verrons des méthodes d'analyse et d'estimation, le tout illustré dans une feuille de calcul Excel. Cette feuille, disponible en libre téléchargement, a été conçue pour être facilement réutilisable. Elle est là pour vous permettre de créer vos propres outils d'analyse. Et afin de rendre ce sujet plus vivant, pour l'aborder sous un angle discussion, j'ai la joie d'être accompagné par Arnaud, consultant expert en dispositifs médicaux. Salut Arnaud, comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, ça va très bien, je te remercie beaucoup pour cette invitation et pour ce moment qu'on va partager autour de ton document. Alors je le précise, je ne l'ai pas encore vu, donc je vais le découvrir en même temps que tu vas me le présenter. Et je suis très heureux de le faire à tes côtés. Je suis, pour l'information, consultant en région Rhône-Alpes sur les dispositifs médicaux aujourd'hui depuis 8 ans. J'ai été pendant 6 ans dans une société de conseil où j'étais directeur technique. Et aujourd'hui, je suis consultant indépendant, donc sur ces métiers de la qualité et des affaires réglementaires. Donc c'est avec plaisir que je vais découvrir cet outil qui est vital pour nos fabricants, vital pour les clients qu'on accompagne. L'analyse de risque est centrale dans les activités aujourd'hui pour mettre et maintenir ces dispositifs médicaux sur le marché. Donc j'ai hâte de faire cela avec toi. Et ben on est parti. Je vais switcher directement sur la feuille Excel. Donc c'est là-dessus qu'on aura notre discussion et c'est cette feuille que je propose donc aux utilisateurs d'adapter à leur système pour pouvoir mener à bien leurs analyses. Cette feuille, rapidement, je précise, j'ai fait le choix de découper en onglets plutôt que de faire une feuille énorme avec énormément de colonnes. J'ai vu beaucoup d'analyses des risques où on peut se retrouver jusqu'à une quarantaine de colonnes. Vraiment dans un souci de clarté et pour faciliter la réutilisation de cette feuille, vous aurez droit à un découpage en colonnes. Rapidement, on voit que les premiers onglets 1, 2, 3, 4, 5, c'est vraiment là-dedans que vous ferez vos analyses, c'est là-dedans que vous remplirez des choses et qu'il y aura des calculs, tandis que les derniers onglets sont plus des annexes. L'onglet que nous voyons en ce moment est un onglet dédié aux réglages, les réglages sont cachés, je vous les montrerai un petit peu plus tard. C'est également un onglet qui vous montre les conventions qui sont utilisées dans la feuille Excel, à savoir des cellules à remplir en gris, les cellules qui sont générées automatiquement n'ont pas de mise en forme spéciale, et certaines cellules peuvent changer de couleur, typiquement un niveau de bénéfice qui deviendra vert foncé lorsqu'il sera très bon. Dernière précision, certaines colonnes sont en gris, couleur grise. Ce sont vraiment des colonnes qui sont nécessaires pour les calculs et ou pour tracer les graphiques, mais il n'y a pas grand intérêt à les avoir sous les yeux. Donc vous pouvez allègrement cacher ces colonnes. Néanmoins, il faut les récupérer si vous voulez réutiliser cette feuille. Alors avant d'entrer dans les détails de la feuille, on va un petit peu discuter de ce qu'est la gestion des risques et plus précisément l'analyse des risques. Alors, la gestion des risques, Arnaud, première colle, c'est quelle norme qui fixe les exigences ? Alors j'ai le spoiler sous les yeux, donc c'est l'ISO 14971 qui encadre et nous donne un guide assez précis de comment déployer cette analyse de risque dans nos sociétés. Eh oui, mais il y avait un piège, tu as oublié la 62366, qui est la petite sœur de la 14971. Ah bien sûr, c'est facile une fois que je l'ai dit. Et qui permet de gérer les risques liés aux erreurs d'utilisation. Alors ça, c'est la grosse norme internationale que tout le monde utilise. Elle est d'ailleurs en cours de révision. Là, d'ici la fin de l'année, vous aurez la nouvelle révision. Mais chez nous, en Europe, les exigences en matière de gestion des risques sont beaucoup définies dans le règlement qui va un petit peu plus loin que l'ISO 14971. Donc pour cette feuille, j'ai tenu compte des exigences réglementaires tout en respectant la philosophie de la 14971, qui reste de la philosophie de gestion des risques, et là c'est quelque chose qui est mûr, on ne va pas le réinventer à chaque fois. Je préciserai aussi que la gestion des risques, c'est quelque chose de central au sein de vos activités. Vous commencez la gestion des risques au moment de la conception de vos dispositifs. C'est quelque chose que vous referez chaque fois que vous souhaiterez faire une modification du dispositif, parce que modifier un dispositif, c'est potentiellement modifier ses risques.
La gestion des risques, c'est très important parce que c'est appelé par beaucoup de normes relatives à la sécurité et aux performances. Donc la 62366 sur aptitude à l'utilisation, on en parlait tout à l'heure. Vous avez aussi la norme sur les logiciels qui vous demande, qui est un système de classification en fonction des niveaux de risque. Vous avez la norme sur, et même la série de normes sur la sécurité électrique, qui se réfère très souvent à la gestion des risques. Et puis un autre sujet, tout ce qui est évaluation de la biocompatibilité. En fait, votre métier, c'est de gérer les risques, en plus d'apporter des bénéfices aux patients. Donc dites-vous que les 3/4 des référentiels qu'on a sur le dos font appel quelque part à la gestion des risques. Donc gestion des risques, on le retrouve aussi au moment de l'évaluation clinique. Si vous partez en investigation, vous devrez gérer les risques pour les patients. On a aussi les activités de fabrication, les prestations associées qui peuvent être des sources de risques. Et finalement, la gestion des risques, c'est pas fini avec le marquage CE, c'est quelque chose qui se produit après commercialisation. Vous ferez votre surveillance et également en cas de vigilance, il faudra évidemment remouliner avec la gestion des risques. T'allais dire quelque chose, Arnaud ? Non, j'allais rien dire du tout, mais je ne peux qu'abonder dans ton sens. La gestion de risque dans nos métiers, c'est important, mais même dans la vie en général, c'est important. On fait tout le temps des analyses de risque. Quand nos auditeurs sortiront de chez eux ou sortiront de leur employeur pour rentrer chez eux et se retrouveront devant un passage à niveau, ils feront une analyse de risque de la situation sur quel est l'avantage que je traverse, mon bénéfice potentiel, et quel est le risque que je traverse, l'accident qui est potentiel. Donc l'analyse de risque, en effet, c'est central et ça permet de façon claire, précise et documenté à un fabricant de justifier que ce qu'il déploie pour aider des patients, pour aider des utilisateurs, il le fait en maîtrisant ce qu'il fait de A à Z. Et c'est en effet un processus central. C'est vrai, et d'ailleurs je réalise que j'ai complètement oublié de faire l'analyse des risques avant mon mariage et que j'aurais peut-être dû. Alors c'était la parenthèse, on continue pour préciser que l'analyse des risques, ça colle tout le cycle de vie de votre dispositif. On ne va pas penser uniquement aux risques qui sont liés, qui arrivent au moment de l'utilisation. On a des risques qui peuvent être dus à des erreurs de conception, à des problèmes de fabrication, on peut avoir des risques au moment de la maintenance, du retrait ou même de l'élimination. Un bon exemple pour vous dire que les risques peuvent aller au-delà du patient et les personnes qui utilisent le dispositif et qui, dans ce cas, le retraitent, peuvent être exposées à des risques et il faudra en tenir compte. Pour finir sur cette introduction, je rappelle que dans les étapes d'analyse des risques, là c'est la gestion c'est général, l'analyse c'est vraiment identifier, estimer, etc. Donc dans l'analyse des risques, on commence par identifier les risques, ensuite on va les analyser, c'est typiquement estimer une probabilité, une gravité et en déduire un niveau de risque. Une fois qu'on les a analysés, on décide de les maîtriser pour diminuer le niveau de risque. Une fois qu'on a fini de les maîtriser, on évalue l'acceptabilité des risques pour finalement les suivre après commercialisation. Et une dernière remarque, la gestion des risques nécessite d'évaluer le bénéfice-risque pour dire si un risque est acceptable. C'est pourquoi, en plus d'analyser les risques, on se retrouve à analyser les bénéfices pour pouvoir comparer deux choses et pouvoir conclure sur l'acceptabilité des risques du dispositif. On est clair ? On est très clair. Allez. Alors maintenant, avant de rentrer plus en détail dans la feuille Excel, je vais vous présenter la méthode qui est utilisée, que j'ai appelée méthode log-log parce qu'on verra qu'il y a des échelles log au milieu. C'est une méthode que j'ai développée dans 2-3 articles Quality-ISO que vous retrouverez également dans la formation sur la gestion du rapport bénéfice-risque. Mais vu que c'est cette méthode qui est mise en œuvre dans la feuille, je préfère commencer par vous la présenter. Alors cette méthode, on repart vraiment des bases de l'analyse des risques et on va estimer des niveaux de risque en fonction de niveaux de probabilité et de niveaux de dommage à un risque. Pour cette approche par niveau, je vous propose d'aller jusqu'à 5, ce sera le niveau maximum. 0, c'est un niveau qui est extrêmement bas, et moins 1, c'est pour signifier que des niveaux négatifs, on peut fermer les yeux devant. Ce sont des choses vraiment insignifiantes. Si on regarde les niveaux de probabilité, évidemment ça commencera à 5, qui est l'équivalent de 100%. Ensuite, je veux signifier que des niveaux, il pourrait y en avoir une infinité des niveaux bas.
On voit que moins 1 correspond à 1 pour 1 million, mais on pourrait aussi avoir 1 pour 10 millions, 1 pour 100 millions, 1 pour 1 milliard. Mais très honnêtement, dans les analyses des risques qui nous intéressent, 9 fois sur 10, on s'arrête à des probabilités autour de 1 pour 100 000, 1 pour 10 000. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Pour moi, ça dépend vraiment du type de dispositif médical que l'on vend. Je vais te donner un exemple. J'ai travaillé par le passé pour un fabricant de pansements. Et pour ce fabricant, nos chiffres de vente, c'était plusieurs millions d'unités par an. Donc là, pour ce cas précis, j'arrivais à avoir des fréquences qui sont au-delà de plusieurs millions en termes d'occurrence, parce que ça correspondait à la réalité du marché qu'on pouvait avoir. Il est vrai que pour la majorité de nos dispositifs médicaux, les échelles de vente sont beaucoup moindres que cela. Donc, ce que je pourrais un jour prouver avec mes chiffres de vente par rapport à la PMS réelle, s'arrêtera à des valeurs de 1 pour 10 000 ou 1 pour 100 000. Je te rejoins totalement. Là, je vais rebondir sur quelque chose d'intéressant, c'est que tu me parles de chiffres de vente. Ça sous-entend que tu compares une probabilité d'occurrence d'un risque à un nombre de dispositifs sur le marché. Or, je voudrais préciser que souvent, quand on a un chiffre sur une probabilité, c'est pas on a X% de chance que le dispositif plante dans sa vie. C'est on a X% de chance que le dispositif provoque un risque à chaque utilisation. Juste pour dire qu'on sera emmené à comparer des pourcentages à un volume total d'utilisation plutôt qu'à un nombre total de dispositifs. Si toi, tu as 1 million de dispositifs sur le marché qui ne sont utilisés qu'une seule fois, c'est pas du tout la même que si tu en as 1 million qui sont utilisés 100 fois chacun. Parce que dans le second cas, on sera 100 fois plus exposé au risque, si tu veux. Donc c'est la première parenthèse, et on le reverra plus tard. Les probabilités, ça s'entend pas pour un dispositif, ça s'entend pour chaque utilisation prévue. Le cas de mon pansement était à mon sens utile parce qu'en fait un pansement est à usage unique par essence. Donc en effet, dans mon cas précis, un usage égale une vente. Mais il est vrai que pour des dispositifs médicaux réutilisables, cette notion n'est pas vraie. Et après, tu as des gens à l'hygiène douteuse qui seront prêts à réutiliser ton pansement. Alors ça, attention, là, on est hors utilisation prévue. Exactement, je suis en dehors de ma notice, donc ça ne fait pas partie des choses que je considère, sauf si j'ai des preuves, bien sûr, que ça arrive. Comme on est bon. Ok, donc cette estimation des probabilités, vraiment par niveau, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude, hein, c'est une estimation que j'appelle à la louche. Les niveaux sont assez classiques, systématiques, très fréquents. Ça, c'est vraiment pour donner des noms à des niveaux. Ensuite, on peut estimer des probabilités en ayant quelque chose en tête, par exemple, en réfléchissant aux conditions d'utilisation. Le niveau le plus élevé, ce sera quand c'est à chaque utilisation. On descendra dans les niveaux si ça devient possible à chaque utilisation, si ça devient possible en conditions normales, s'il faut des conditions anormales, des conditions exceptionnelles. On peut aussi estimer un niveau de probabilité d'avoir un risque tout comme d'avoir un bénéfice en fonction du caractère innovant des technos qui sont utilisés. Sachant que sans avoir encore de preuves, on suppose que quelque chose de non innovant, on pourra tenir des bonnes performances, des bonnes probabilités d'atteindre des bénéfices ou des bonnes maîtrises de risque. Par contre, dès qu'on part sur des grosses innovations, voire des ruptures technologiques, par défaut, on ne peut pas présumer que ça marchera. Donc on sera obligé de faire les analyses et d'apporter les preuves pour doper un petit peu soit les niveaux de probabilité d'atteindre les bénéfices, soit pour diminuer les niveaux de probabilité de risque. D'autres idées pour définir un seuil de probabilité, vous pouvez raisonner en regardant la détectabilité. Si on pense à un risque qui sera complètement indétectable, les niveaux de probabilité seront très élevés. Si la détectabilité est aisée ou certaine, vous pourrez descendre dans les probabilités. Autre point, la probabilité, ça peut également dépendre du patient lui-même. En fonction du patient, soit on n'aura pas le dommage, soit dans le cas des bénéfices, on n'aura pas le même pourcentage de chances d'atteindre le bénéfice. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règle, on évalue des probabilités comme on le sent, comme c'est porté par le contexte. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de raisonner par niveau. Et là, dans mon exemple, j'ai 6 vrais niveaux plus un 7e complètement négligeable. Je pense que c'est un découpage qui est assez pertinent pour avoir une vision suffisamment fine, mais que ce soit pas non plus le délire à estimer. Et surtout, ça permet, d'un point de vue numérique, de rattacher toutes ces notions à des chiffres, et là d'avoir une approche où chaque niveau est divisé par 10 à chaque fois.
c'est systématique 100%, le niveau 4 passera à 10%, le niveau 3 passera à 1% de chance, etc. Et ça, pour info, c'est quelque chose qui est très utilisé en pharma, d'avoir ces échelles de niveau par décade en fait. Donc voilà la proposition pour estimer les probabilités dans vos analyses, utilisez des niveaux et choisissez ces niveaux en fonction du thème, du contexte. Et il sera toujours temps de rattacher ça à des vrais chiffres. Tout à fait. Ce que j'apprécie dans ta proposition, c'est que on a une définition précise de quel est chaque niveau. Parce qu'un des risques d'avoir beaucoup de niveaux de probabilité ou de gravité, c'est que pour deux équipes d'une même société qui gèrent des analyses de risque de produits identiques mais de façon assez séparée, eh bien on va se retrouver avec des cotations différentes en utilisant les mêmes outils. Et ce que je peux recommander à nos fabricants en utilisant bien sûr ton outil, c'est d'être les plus précis possible dans la définition des niveaux pour éviter justement ces écueils qui est qu'une même probabilité est cotée différemment dans différents documents de la même société. C'est ça, ce sera plus clair pour tout le monde et il y aura moins de risques de mésusage de vos tableaux d'analyse des risques. Tout à fait. Petite parenthèse technique, je vais vérifier si l'enregistrement marche toujours. Hein, vous allez voir un petit peu les... Ok, ça marche toujours, c'est juste que j'avais plus de retour de ce petit truc. Hop, c'était la parenthèse technique. Je continue, je vous ai présenté comment on va estimer les probabilités. Pour ce qui est des risques, c'est pareil, on utilise toujours ces niveaux. Ils veulent dire la même chose, 5 c'est le plus grave, moins 1 on commence à être sur des choses qu'on peut assez facilement négliger. Dans une première approche, on peut utiliser des niveaux comme on fait avec la 14971, mort, critique, grave, modéré, etc. C'est quelque chose qui marche assez bien, même si là on divise en 6 quelque chose qui va de rien du tout jusqu'à je te tue. Donc il y a des cas où ça pourrait ne pas être assez fin. On aura des produits où tout un tas de risques vont se battre entre le niveau 3 et 4 et peut-être qu'on aura envie d'avoir un petit peu plus de finesse pour pouvoir se comparer à un dispositif ou alors pour pouvoir clairement mesurer l'impact des mesures de maîtrise ou pour pouvoir mieux mesurer les estimations qu'on a fait pour pouvoir mieux les contrôler après commercialisation. Et je pense que c'est absolument nécessaire de se sortir de juste ces 5-6 niveaux. Donc la proposition, c'est de partir sur une échelle où on se permet un chiffre après la virgule. Donc au lieu d'avoir 6 niveaux, on se retrouve avec 60. Et l'idée, c'est que le fabricant définisse cette échelle qui permettra de coter des gravités de risque en fonction de son contexte. Là, j'ai fait une échelle la plus vaste possible où en fait j'ai superposé différentes techniques d'estimation, de quantification de ce qui peut ne pas aller chez un patient. Dans la première colonne, c'est l'échelle visuelle analogique qui permet de quantifier une douleur. Si on prend cette échelle qui va de 1 à 10 et qu'on essaye de la plaquer sur une échelle de gravité qui ira de 0 à 5, on se rend compte que le 0 dans notre gestion des risques, qui est lui, on n'en parle même pas quand on cote une douleur. Une douleur, à mon avis, la douleur la plus faible possible qu'on peut avoir, on commence au niveau 1, au niveau gène. Ensuite, la douleur la plus élevée qu'on peut avoir, elle va pas nous tuer, elle va pas nous mettre dans un état tout à fait critique, ce sera plus un état grave. Tout ça pour dire que l'échelle de cotation de la douleur, si on la reporte dans cette grosse échelle d'estimation des dommages d'un risque, l'échelle de la douleur, en gros, on va la mettre dans cette zone. Et c'est ce qui est fait, que je suis allé jusqu'à 4. C'est ce qui est fait ici. Donc, si un risque peut entraîner un dommage qui provoquera une douleur de 7 chez un patient, je vais coter ce dommage à 3,3. Si j'atteins la douleur maximale, mais je ne vais pas encore tuer le patient, je suis à 4,2, etc. Cette réflexion se fait en regardant d'autres points. On peut considérer le handicap pour le patient, on peut considérer la durée du dommage, on peut avoir une notion assez générale de l'état de santé du patient. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est gravataire? Est-ce qu'il est dans un état grave? Est-ce qu'il a des liaisons mineures? Donc là, c'est des choses assez générales, mais qu'on arrive quand même à placer dans cette grosse échelle.
Et jusqu'à, un dernier exemple, on peut coter la gravité d'un dommage en imaginant la lourdeur de la prise en charge pour le patient. Un patient qui devra être hospitalisé pendant plusieurs mois, le dommage sera plus important que si c'est juste une courte séance d'hospitalisation ou juste une courte séance de kiné. Donc vraiment l'idée de cette grosse échelle, c'est de plaquer des méthodes de quantification d'un dommage pour un patient qui existent déjà, parce qu'il y en a vraiment des dizaines et des centaines, pour avoir quelque chose d'à peu près carré pour estimer vos risques. Est-ce que j'ai pas été clair du tout ? Tu as été très clair, non, mais ça c'est un outil super important. Ce que je peux conseiller à nos fabricants, c'est de se rapporter aussi à ce que la littérature dit sur leurs dispositifs médicaux au moment de choisir la stratégie de définition des niveaux de gravité. Je donne un exemple. Sur les produits implantables et notamment orthopédiques, quasiment toutes les publications parlent de l'échelle de douleur VAS, l'échelle analogique que tu as parlé et qui correspond à ta colonne AH. Et en général, un patient qui va se faire implanter d'une prothèse de hanche, d'une prothèse de genou, d'une prothèse de cheville, se trouve à un niveau de VAS entre 5 et 7. Donc ça veut dire déjà que pour un fabricant qui commercialise ce genre de dispositifs médicaux, c'est à mon sens une échelle très pertinente à considérer pour son analyse de risque, parce qu'il est certain de la retrouver dans la grande majorité des publications scientifiques présentes sur Internet et présentes dans ses revues. Ça veut dire qu'il pourra aussi coter les complications, coter les effets secondaires qui surviendront sur ces patients avec cette même échelle. Donc c'est vraiment une échelle très, très intéressante que chaque fabricant pourra utiliser. La question que j'ai, moi, c'est lorsque je vais sous-diviser mes niveaux de douleur, est-ce que ça a un impact sur les tableaux log-log que j'ai vus après ? C'est-à-dire, est-ce que je dois nécessairement dupliquer les niveaux de probabilité ou je ne suis pas du tout obligé de le faire ? Je n'ai pas compris ta question. Il va falloir reformuler. Excuse-moi. Là, sur les tableaux log-log que j'ai vus dans ton document, on est à, par exemple, 6 niveaux de probabilité, 6 niveaux de gravité. C'est ça. Imaginons, je me situe dans un cas où je veux rajouter 5 niveaux de gravité. Je vais donc avoir 11 niveaux de gravité pour 6 niveaux de probabilité. Suis-je obligé d'ajouter un même nombre de niveaux de probabilité pour conserver cette échelle log-log, ou est-ce que je peux ajouter autant de niveaux de gravité et sans toucher au niveau de proba ? Non, alors là, l'idée, vraiment, pour que ça marche, il faut avoir une symétrie entre le nombre de niveaux utilisés pour les probas et pour la gravité. Donc, regarde dans cet exemple, j'ai rajouté 10 items, en fait, 11 items, je veux dire, sur l'échelle visuelle analogique. Oui. Et niveau tableau de gravité, c'est toujours la même chose. J'utilise toujours mes définitions qui vont de -1 à 5. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais à quoi ça correspond par rapport à mon échelle de gravité, à mon échelle de douleur. Donc du coup, on reste toujours sur les niveaux qui vont de -1 à 5 pour une estimation à la louche. Et pour une estimation plus fine, écoute, t'as 60 lignes sous la main, t'arrives largement à caler les différents cas que t'as, quoi. Sachant que t'iras vraisemblablement pas jusqu'à la mort, ni tu vas pas descendre jusqu'au seuil de perception d'un dommage, quoi. Bien sûr. Donc ça veut dire que je vais pas, dans mes tableaux log-log que je vois sur la gauche de ton écran, je vais pas rajouter des colonnes pour la gravité, en fait. Non, on rajoute rien, on garde cette base, et je te redis, t'as 60 lignes pour ajouter tous les critères que tu veux, là où tu veux, t'es pas obligé de remplir chaque ligne. On n'a pas besoin de 60 points pour faire une analyse des risques. Par contre, avoir une échelle de 60 points, c'est bien pour pouvoir coter de manière fine et encore une fois pouvoir faire des comparaisons, etc. Ok. Alors, je vais continuer sur la présentation de cette méthode. On avait des niveaux de risque. Ensuite, ça devient très classique. En fonction d'un niveau de probabilité et d'un niveau de risque et d'un niveau de gravité, on aura un niveau de risque. Pour faire l'analogie, là, la matrice de droite, c'est un tableau tout ce qu'il y a de plus classique. C'est ce qu'on retrouve chez les fabricants, avec des zones rouges, des zones jaunes et des zones vertes, découpées de manière un petit peu bizarre. Des fois on est porté par les mots, on a du mal à un risque critique, même si c'est pas fréquent, on a envie de pas l'accepter. Donc là, je te compare les deux. Dans la méthode que je propose,
C'est vraiment des maths pour calculer le niveau de risque. Si j'ai la probabilité à 5 et la gravité à 5, bah mon risque sera à 5. Si ma probabilité passe à 4, mon risque sera à 4, etc., etc. Chaque fois que je descends d'un niveau, que ce soit la probabilité ou la gravité, je descendrai d'un niveau pour le risque. D'accord. Et je trouve que c'est une approche plus fine et plus dégradée que ce qu'on fait actuellement, où vraiment le tableau de niveau de risque, il nous donne que 3 informations, c'est un peu, moyen, beaucoup. Et c'est pour ce d'erreur en plus de faire ces tableaux. Le dernier point, c'est que souvent les fabricants mettent une notion d'acceptabilité dans le tableau de niveau de risque. En gros, la zone rouge sera inacceptable, la zone verte sera acceptable. Ça, c'était quelque chose qu'on faisait avant. Maintenant, c'est plus compliqué parce que l'acceptabilité doit être décidée en fonction des bénéfices. Donc, en fait, c'est impossible d'accepter un risque avant d'avoir regardé les bénéfices qui sont associés. Donc, on ne peut pas accepter un risque juste en regardant son niveau. L'idée, c'est voilà, le niveau, c'est un indicateur qui nous permettra de réfléchir plus tard. Ok. On est bon là-dessus ? On est bon. Rapidement, ce sera exactement la même chose pour les bénéfices. Pour estimer l'importance d'un bénéfice, l'idée c'est d'imaginer la gravité du phénomène qui est traité, ou alors la gravité de ce qu'on pourrait avoir si on ne pouvait pas faire le diagnostic, ou alors la gravité de ce qui est pris en charge, ce qui aide la prise en charge grâce aux bénéfices. En ayant cette analogie entre la gravité de ce qu'on évite, de ce qu'on soigne, de ce qu'on diagnostique et le bénéfice, on arrive à quantifier un niveau d'importance du bénéfice qui est exactement qui utilise les mêmes tableaux que pour imaginer le niveau de gravité d'un risque. Okay. Donc la philo est la même, on fait pareil pour les probas, on fait pareil pour l'importance, et on se retrouve avec un tableau de niveau. Okay. Dernier élément pour cette méthode, ça nous permettra d'évaluer un rapport bénéfice-risque, où là, une troisième matrice dont vous n'avez pas encore l'habitude, c'est une matrice qui prend les bénéfices et les risques et qui nous donne le niveau de bénéfice-risque, et là, c'est vraiment des maths. À 2 niveaux égaux, forcément le bénéfice-risque sera équivalent, et nous, on s'attend à ce qu'on ait des bénéfices considérablement plus élevés que des risques. Je profite de ce tableau. Chaque niveau, en fait, ça nous dit qu'il y a un rapport de 1 à 10. Par exemple, si mon niveau de bénéfice-risque vaut 2, ça veut dire que j'ai un écart de 1 à 100 entre mes bénéfices et mes risques. Pour caricaturer, j'ai 100 fois plus de chances de te sauver la vie que de te tuer. Voilà, là, c'est vraiment la caricature extrême. Des analyses que j'ai fait, je constate que la plupart des produits ont un niveau de bénéfice-risque au moins à 3, c'est-à-dire qu'on a un rapport de 1 à 1000 entre les bénéfices proposés et les risques possibles. D'accord. Donc tout ça, c'était les grands principes. Si vous aviez vu la formation sur bénéfice-risque ou lu les articles Qualitiso sur ce sujet, vous en aviez déjà entendu parler. En tout cas, tout ça est intégré à cette feuille de calcul, et vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est changer le nom des niveaux, parce que le reste, mathématiquement, c'est très mécanique, ça marche par des cadres. Donc ce que vous pouvez faire, c'est changer le nom des niveaux et changer les critères que vous avez pour affecter une situation à un niveau. Mais globalement, on va faire un petit peu tous la même chose. Là où il y a des choses à décider, c'est pour l'échelle fine de cotation des gravités, où là, c'est pas la peine de couvrir toutes les situations du monde. Il faut faire un focus sur votre cœur de métier et utiliser l'indicateur qui va bien. J'en arrête avec ces généralités pour attaquer vraiment, ça y est, on va pouvoir commencer à remplir la feuille d'analyse des risques. Et l'analyse des risques, une première étape que je suggère, c'est d'identifier les utilisations prévues du dispositif. Une utilisation, c'est une finalité qui va apporter un bénéfice dans tel environnement pour tel patient avec tel utilisateur. Ces concepts sont ceux de l'ingénierie d'aptitude à l'utilisation, donc la norme IEC 62366-1. Et c'est très utile de les utiliser dès la gestion des risques et l'analyse des risques, parce que en fonction des utilisations qu'on a prévues, on va pouvoir imaginer des risques différents derrière. Par exemple, dans cet exemple, on
on va comparer deux situations. Donc cet exemple vraiment très bateau, c'est un tensiomètre connecté qui a deux fonctions. Une première, on peut contrôler la tension du patient. Donc j'appuie sur un bouton, le brassard se gonfle et ça me donne le chiffre de la tension. Et la deuxième fonction, c'est de permettre un suivi, donc d'enregistrer les mesures, de les envoyer sur un serveur, etc. C'est quelque chose qui est très à la mode. J'ai imaginé plusieurs environnements, même si en vrai il y en a plus. Les analyses des risques, dites-vous, vous mettez plusieurs jours à les faire. Donc là, c'est pas en quelques minutes qu'on aura quelque chose d'exhaustif. Mais les environnements, on pensera à un environnement domicile. Environnement domicile, de suite, on n'aura pas les mêmes risques. Les utilisateurs seront pas experts. La qualité du réseau électrique sera pas la même. En cas de problème, ça mettra plus de temps pour agir. Un environnement domicile augmente le niveau de risque, en gros. Un autre type d'environnement, on peut très bien l'utiliser au cabinet d'un médecin. Et là, on n'aura par exemple pas les mêmes risques liés à l'aptitude à l'utilisation, parce que le médecin sait très bien se servir de ce dispositif, là où un novice, un patient quelconque, pourra avoir plus de difficultés. Là, je vous parlais de l'environnement. On définit également le patient parce que, en fonction du profil patient, ils feront pas les mêmes bêtises déjà. Donc là aussi, les risques liés aux erreurs d'utilisation ne seront pas les mêmes. Et même d'un point de vue réaction physiologique, deux profils de patients différents ne répondront pas pareil aux mêmes risques, voire aux mêmes bénéfices. Donc c'est important de distinguer quels sont les patients visés par le dispositif. Le dernier point, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, c'est pas systématiquement le patient, c'est pas systématiquement un professionnel de santé, ça peut être l'entourage du patient, par exemple. Ensuite, dans les professionnels de santé, on peut être fin, est-ce que c'est un médecin, est-ce que c'est un infirmier, etc., etc. Beaucoup d'utilisateurs. Vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a un découpage en utilisation en fonction de ce qui est utile. C'est pas la peine de dire que je vais pouvoir utiliser le dispositif avec un type de 41, 42, 43, 44 ans. On s'en fiche. Il faut faire des grosses catégories. Et une catégorie sera différente de l'autre parce qu'elle ne portera pas les mêmes risques et les mêmes bénéfices. C'est le critère que vous devez avoir en tête quand vous définissez les utilisations, il faut que ça serve à quelque chose. C'est pas pour le plaisir qu'on découpe tout ça, c'est parce que potentiellement elles peuvent ne pas avoir le même profil bénéfice-risque. Et ça, j'avais prévu ce petit dessin pour l'illustrer, où un dispositif a deux utilisations prévues. Les utilisations partagent des risques et des bénéfices, mais ont également leurs risques et leurs bénéfices propres. Donc dans cet exemple, j'aurai pas le même profil bénéfice-risque, et possiblement les risques partagés ne seront pas estimés pareil dans les deux utilisations prévues, et pareil pour les bénéfices. Ton opinion ? Mon opinion, c'est que c'est très clair. Ça nous permet de bien définir chaque utilisation et de créer des sous-catégories le cas échéant. Donc là, tu parles notamment des populations de patients. Donc je comprends que si par exemple j'ai un DM qui est utilisé pour des adultes et pour des enfants, si l'impact de la population différente n'est pas majeur, je peux soit créer une sous-population, soit si je considère que l'impact est majeur, créer une nouvelle utilisation complète liée à cette nouvelle population. Donc on a la liberté de choisir. C'est ça, enfin on a la liberté c'est les faits qui choisissent. Bien sûr, oui, tout à fait. Enfin, on a la liberté de tout considérer et d'appliquer en fonction des données d'entrée qu'on a. C'est ça. Avec vraiment un objectif, c'est de limiter le nombre d'utilisations dont on aura besoin pour les analyses, parce que c'est exponentiel après, ça multiplie tout le boulot, quoi. Tout à fait. Allez, on a défini les utilisations, maintenant on va définir les bénéfices. Donc c'est assez original, je vous parle d'une feuille d'analyse des risques. Je vous ai précisé qu'on avait besoin d'estimer le bénéfice-risque pour pouvoir accepter un risque, donc forcément quelque part on est obligé d'analyser les bénéfices. La technique. Alors, sur cette feuille, d'abord je vous invite à identifier... déjà je vais préciser que je me suis pas trop encombré de tout ce qui est qualité, de tout ce qui est colonne qu'on rajoute pour vérifier si on a les preuves de ce qu'on raconte, si on a attribué des actions, enfin... Il y a beaucoup de colonnes qu'on pourrait rajouter dans le cadre de votre système qualité pour le suivi de tout ça. Je ne l'ai pas fait, ce sont vraiment que des colonnes techniques. Et chaque colonne, en fait, a son utilisation d'un onglet à l'autre. Donc la première, c'est identifier le bénéfice, ce sera repris plus tard.
Et ensuite, c'est identifier le bénéfice. Et pour ça, je vous propose une approche tout à fait en analogie avec ce qu'on fait pour identifier des risques. Alors cette approche, elle vous raconte qu'un bénéfice, c'est avant tout un phénomène favorable. Le phénomène favorable, c'est ce que fait votre dispositif qui, à la fin, pourra emmener un bénéfice. C'est quelque chose de technique. Mon dispositif arrive à avoir telle action mécanique, arrive à faire telle mesure, arrive à envoyer telle énergie. On est sur quelque chose de mécanique, de technique, qui est propre au dispositif. Le phénomène favorable, c'est quelque chose que vous avez écrit dans votre cahier des charges techniques. Ensuite, ce phénomène favorable, lorsque on sera dans le cas d'une des utilisations qu'on a prévues, c'est les utilisations de l'onglet précédent, on pourra obtenir une incidence positive sur la santé du patient. Voilà comment est-ce que je vous propose de définir un bénéfice. Donc c'est vraiment l'analogie avec les risques où c'est un danger, une situation dangereuse qui apporte un dommage. Ici on a le phénomène favorable, l'utilisation prévue et finalement l'incidence positive pour le patient. Tout ça, faudra l'estimer. Ce que je vous propose, c'est de ne pas vous fermer les portes et de garder cette possibilité d'estimer une probabilité par étape. Ça paraît assez impressionnant comme ça, mais considérez qu'on a une probabilité d'avoir le phénomène favorable, une autre d'avoir l'utilisation prévue et une autre d'avoir l'incidence positive, ça permet à la fin d'estimer une vraie probabilité. Pourquoi ? Parce que la probabilité P1 d'avoir le phénomène favorable, c'est quelque chose d'assez technique. C'est pendant votre conception et votre développement, vous arriverez à quantifier cette probabilité. La probabilité d'avoir l'utilisation prévue, là on sort un petit peu du dispositif et c'est quelque chose qui 9 fois sur 10 dépend de l'aptitude à l'utilisation. Donc là pour quantifier tout ça, c'est votre aptitude à l'utilisation qui va vous donner les billes. Et enfin, quand le dispositif marche et que j'utilise comme c'est prévu, la probabilité d'avoir l'incidence positive, là c'est ce que vous mesurez en évaluation clinique. Donc n'hésitez pas à découper les probabilités pour l'exprimer en fonction c'est des étapes en fait jusqu'à arriver à l'incidence positive. Et chaque étape peut vous emmener à avoir une réflexion et avoir une probabilité finale qui sera estimée de manière fiable. Et puis finalement, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, pour un bénéfice, on va identifier l'importance de l'incidence positive pour le patient. Et là, c'est avec la matrice de gravité, là où on fait l'analogie entre un bénéfice et un risque. Est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré, ça, dans les analyses que tu as vues, de systématiquement identifier le phénomène favorable, l'utilisation prévue et l'incidence positive ? Non. En général, très clairement, on parle du bénéfice et on lui donne une probabilité qu'on estime soit sur la base de données publiées, soit sur la base d'expériences d'utilisateurs avec qui on développe le produit. Mais c'est sûr j'ai jamais vu, en tout cas dans mon expérience, découper à un tel niveau de détail entre le phénomène, l'utilisation et l'incidence, qui sont en effet des choses successives et qui peuvent l'une et l'autre s'impacter. Et présenter comme ça va imposer, en tout cas aux fabricants, de travailler de manière consciencieuse, mais c'est un vrai outil intéressant pour justifier chaque bénéfice et pas le sortir du chapeau. Et après, encore une fois, il n'y a pas d'obligation à estimer toutes les probabilités. C'est vraiment quand ça a un sens. On va le voir dans l'exemple que j'ai fait. Alors, les bénéfices, c'est quoi ? On est toujours sur le tensiomètre connecté. Le premier bénéfice, c'est dû par le phénomène favorable qui, techniquement, on a un dispositif qui permet de mesurer et d'afficher la tension du patient. C'est ça le phénomène favorable. Oui. On le rattache à des utilisations prévues que j'avais expliquées tout à l'heure. Et là, je distingue deux cas. Le cas des utilisations où le patient avait des antécédents d'hypertension et l'autre cas où le patient, c'est du tout venant. On file un tensiomètre à n'importe qui dans la rue pour qu'il l'utilise à la maison. Pourquoi est-ce que j'ai distingué ces deux cas ? Parce que grosso modo, les probabilités seront les mêmes. La probabilité d'avoir le phénomène favorable, c'est-à-dire d'être capable de faire l'électronique qui mesure une tension et qui me l'affiche sur un afficheur. Une fois qu'on a respecté l'état de l'art, c'est quasiment du tout cuit. Donc j'écris jamais 100% parce que ça pique les yeux, mais là on est à 99,99, c'est la chance sur 10 000 que ça plante. C'est pas déconnant pour un matos électronique. Et avec du logiciel embarqué, la chance sur 10 000 d'avoir un bug, ça reste du plausible. Ouais. Ensuite, on a
La probabilité d'avoir l'utilisation prévue, l'utilisation d'un tensiomètre, c'est pas quelque chose de très compliqué. Donc là, j'ai été gentil en disant que éventuellement 5% des patients pourraient ne pas réussir à utiliser le tensiomètre. Mais c'est des chiffres, encore une fois, qu'on doit affiner au moment de l'ingénierie d'aptitude à l'utilisation. Là où c'est intéressant de distinguer les utilisations prévues, c'est sur la probabilité d'avoir l'incidence positive. On est donc sur un contrôle de la tension, et clairement les patients qui sont déjà hypertendus, ça va leur apporter quelque chose de manière certaine. Par contre, sur un public tout venant, j'ai mis le chiffre au pif, mais la proportion de gens hypertendus parmi la population, c'est pas 99%, là j'ai mis 20% au pif. Tout ça pour dire que ce même dispositif, donc qui mesure la tension, donné à quelqu'un qui souffre de problèmes de tension, ça lui apportera plus de bénéfices que que à l'ensemble des autres gens, sachant que dans cet ensemble, il y a plein de gens qui n'ont pas de problème de tension. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. En gros, c'est pour toi l'incidence positive dans cette description que tu viens de faire, c'est la probabilité que le dispositif médical permettent de poser un diagnostic sur une population qui ignore qu'elle est souffrante d'hypertension. Ça veut dire qu'en gros, c'est 20% des patients qui ne savent pas qu'ils sont malades, qui vont découvrir grâce à ce DM qu'ils sont malades. Et les 80% autres patients vont eux avoir la confirmation, ou en tout cas vont avoir une information qu'ils ne souffrent pas d'hypertension. Donc pour eux, l'incidence positive, elle n'existe pas vraiment. En tout cas, on pourrait la quantifier, parce que savoir elle que existe. T'as pas d'hyper, je l'ai pas mis, hein, mais c'est rassurant, tu vis mieux, ça te fait un souci en moins, tu peux le quantifier aussi. Hein, mais en tout cas, dans la prise en charge thérapeutique du patient, ça n'a pas d'impact positif. Dans son psyché, peut-être, en effet. Mais je comprends, ouais. Donc voilà, mais c'était un exemple, je veux dire, il est pas très fin, hein, j'ai écrit ça vite fait, mais c'était surtout pour montrer qu'en fonction du patient, pour un même bénéfice, tu peux ne pas avoir la même estimation à la fin. Ouais, ok. Donc l'estimation de l'importance, te faire ce petit diagnostic, on va dire que ça t'éloigne pas d'un danger létal, quoique si sur le long terme, mais alors si on regarde dans les critères, hop, je l'ai mis à 4 parce qu'on tombe sur des choses qui pourraient être critiques, même si avant de mourir d'un non-diagnostic, quand même, il faut quelques étapes. Donc c'est pour ça que j'ai gardé un petit peu de marge, même si des problèmes de tension, ça peut aller jusqu'à te tuer. Mais là, on va peut-être pas aller aussi loin. Mais en tout cas, l'importance est la même, quelle que soit l'utilisation prévue. Là, c'est juste la probabilité qui changera. Donc, d'accord. Et du coup, le fait qu'à 94% et à 19% je sois le même, c'est justement parce qu'en fait, on fonctionne en logarithme, donc entre 10 et 100, je suis dans la même échelle. Et c'est pas tout à fait ça, c'est parce que là, tu t'es trompé de colonne. L'importance est la même, par contre, le niveau de bénéfice qui est là, on se rend compte que quand je suis pour le patient qui a des antécédents, l'importance du bénéfice sera 4, tandis que chez l'autre, ce sera 3,3. D'accord, ok. Et comment tu le calcules du coup Alors pour calculer 3,3 et 4 c'est ici. Okay. J'ai pas encore montré les formules. Les probabilités, c'est tout bête, hein. Tu as 3 probabilités consécutives, donc la probabilité totale, c'est le produit des probabilités. Ensuite, on définit un niveau d'importance qui va jusqu'à 5. Pour avoir une valeur numérique, on fait 10 puissance ce niveau. D'accord. Le bénéfice est égal à la probabilité fois l'importance, hein, c'est vraiment le couple qui permet de l'estimer. Et le niveau, c'est le log de tout ça. Donc là, on n'avait pas tout à fait un écart de 1 pour 10, c'est pour ça que là, on n'a pas tout à fait un écart de 1 pour 1. D'accord, ok. Les échelles log, c'est dur à ressentir, c'est pour ça que je préfère demander à Excel de faire ça. En même temps, c'est très adapté à notre cas. Un exemple, si j'ai 2 risques, j'ai 5 risques de niveau 1. Donc niveau 1, c'est un truc très très bas, quoi, hein, c'est de l'ordre de la gêne. Si j'ai pas cette approche log, je me dis que j'ai 5 fois ce risque, 5 fois 1 égale 5. Et ben non, parce que 5 risques de niveau 1, c'est pas quelque chose qui va te tuer. Donc on est obligé de passer par cet artifice d'échelle log pour pouvoir les cumuler à la fin. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur cette feuille ?
Alors, un bénéfice, on l'identifie, c'est un phénomène favorable qui, en cas d'utilisation prévue, emmène une incidence positive. Les probabilités, je propose de les découper en 3, même si c'est pas nécessaire. Et là, avec cette feuille, si ça vous gonfle, si vous voulez en considérer qu'une, vous mettez les autres à 100%, et puis la probabilité totale sera portée par l'unique probabilité que vous n'avez pas mis à 100%, vu que c'est un produit. Donc il n'y a pas d'obligation à utiliser les 3 probabilités, mais c'est une possibilité et il y a des fois où c'est absolument nécessaire de passer par là. Donc on calcule un niveau de bénéfice et ensuite il me dit qu'il est élevé parce que moi dans mon tableau de critères j'avais dit qu'un bénéfice entre 3 et 4, là c'est une histoire d'arrondi, sera élevé. D'accord. Alors, on a fait ça pour les bénéfices et on va faire à peu près la même chose pour les risques. Et là, vraiment pour les risques initiaux. Ce que je vous invite à faire, c'est avoir une première identification des risques où il va y avoir beaucoup de lignes et vous n'allez pas forcément faire suivre toutes ces lignes jusqu'au bout de votre tableau de gestion des risques. Donc cet onglet est juste dédié à la première analyse des risques. Et là, pour rappeler les bases, un risque, c'est un danger qui, en cas de situation dangereuse, va conduire à un dommage. Là aussi, on peut s'amuser à découper en 3 probabilités. Et là, peut-être que c'est plus naturel et que c'est même, je l'ai constaté, ce sont des pratiques plus fréquentes. D'associer 3 probabilités. Donc la probabilité que le dispositif déconne, la probabilité d'avoir une mauvaise utilisation et ensuite la probabilité d'avoir l'effet physique sur le patient. Tout à fait. Donc la philo est la même, vraiment, on donne un identifiant au risque, on définit le danger, donc c'est quelque chose qui se passe pas bien, on relie ça à une utilisation prévue, parce que même si on définit la situation dangereuse, en fait à chaque fois elle est déclinée de l'utilisation prévue. Et on caractérise un dommage. Donc le dommage, là j'ai pas été très précis, mais vraiment le but du jeu c'est de le définir jusqu'à un effet physiologique sur le patient. Souvent ce qu'on fait c'est dans le tableau on met juste quelques mots et ensuite dans votre dossier de gestion des risques vous développez un petit peu plus l'impact sur la santé du patient. Là, je vous l'ai dit, on est sur une analyse des risques initiale, donc on va en faire beaucoup, et très honnêtement, à ce stade, on n'a pas la moindre idée de pourcentage de probabilité. Donc je vous invite pour cette analyse des risques initiale à faire une estimation à la louche par niveau, 0, 1, 2, 3, 4, 5 pour chaque probabilité. L'astuce par défaut, c'est avant d'avoir maîtrisé un risque, votre probabilité d'avoir un danger doit être maximale. On n'a pas encore bossé sur la maîtrise, donc vous avez imaginé un danger, il faut que la probabilité soit au max. Là, j'ai un risque que mon dispositif soit hors service, je me le mets à 5 sur 5 parce que j'ai pas encore commencé à bosser dessus, donc il n'y a rien qui me prouve que ça va jamais arriver, donc autant dire que ça va arriver toujours. C'est ce qu'on fait un petit peu quand on gère les risques pour les logiciels. Donc sur cet onglet, vous évaluez les 3 probabilités par des niveaux. Vous avez un niveau à la fin. Vous évaluez la gravité du risque et ça vous donne finalement un niveau de risque. Ensuite, on se rend compte que des fois, dans les analyses des risques, on part un petit peu trop loin dans les analyses et on a franchement des risques qui sont de l'ordre du délire. Là, j'en ai mis un. J'utilise le dispositif alors que je suis dans ma baignoire et qu'il est en train de se recharger sur le secteur. C'est le truc complètement délirant. Et ça... Pas pour tous les chanteurs. Et ça, si ça arrive quand même que des fois ça arrive dans vos analyses des risques, voilà, parce que quelqu'un aura eu la bonne idée, parce que bon bref, vous l'aurez dans votre analyse et ce genre de risque on a un petit peu de mal à se dire bon il va falloir que j'aille le maîtriser et que j'aille le suivre. Donc là l'idée c'est de faire une première estimation et de se rendre compte que le niveau est très bas. Et en écho avec votre politique d'acceptation des risques, dire que on tombe sur des probabilités tellement démentes qu'on ne va pas se soucier de maîtriser ce genre de risque. C'est un petit peu casse-gueule ça, parce que les auditeurs aiment bien que vous maîtrisiez tous les risques. D'un autre côté, il y a clairement cette impossibilité de maîtriser des risques délirants qui risquent d'arriver dans vos analyses.
Que penses-tu, toi, de ce problème de risque délirant à maîtriser jusqu'au bout? Les risques délirants à maîtriser jusqu'au bout, en général, notre seul moyen d'action, c'est la notice et c'est les informations qui, de fait, n'arrivent pas, en tout cas, on ne peut pas baisser la fréquence d'occurrence du risque juste avec la notice. Mais dans ce cas précis que tu mets le R6, hormis mettre dans la notice que, bien sûr, on ne doit pas utiliser le produit en contact avec de l'eau ou dans l'eau ou ce genre de choses, en effet, on ne peut pas le traiter. Donc, moi, ma politique, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est si on a connaissance par un biais ou un autre, qu'un risque, une fois, est survenu chez un concurrent, dans la littérature, ou même cité parfois dans certaines normes, si ça arrive, si c'est déjà arrivé au moins une fois, on le prend en compte. Si par contre c'est des choses qui ne sont jamais arrivées dans l'histoire de l'utilisation de ce type de DM, qu'on n'a aucune preuve que ça arrivera un jour, eh bien, s'il n'y a vraiment pas de chance que ça arrive du tout, on se le met de côté et on surveille. Et quand tu fais si t'es innovant et qu'il n'y avait pas de DM et d'historique? Là, c'est différent. Si tu es innovant, tu dois, à mon sens, endosser plus de probabilités de risque et plus de types de risques que ce qui existait. Parce que forcément, si ta solution est disruptive, le terme qui va bien, si ta solution est innovante et propose de nouvelles thérapies, de nouveaux moyens de prodiguer une thérapie, par essence, tu ne peux pas anticiper tous les risques qui vont te tomber sur le dos. Donc là, tu dois aller plus loin que l'état de l'art et tu dois anticiper ce qui sera demain l'état de l'art. Mais j'en reviens au risque délirant, parce que innovant ou pas, tu le vois, quand en fin d'analyse, t'es allé trop loin et il aurait pas fallu mettre cette ligne. Donc qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu supprimes la ligne pour personne la voit? Non, je la garde. Moi, aujourd'hui, je la garde, quitte à, en effet, en audit, l'auditeur m'embête sur mais pourquoi vous avez mis ça? Est-ce que ça peut vraiment arriver? Vous êtes sûr? Pourquoi c'est pas plus haut la fréquence d'occurrence? Je préfère le justifier que de le supprimer parce que, comme mon DM est innovant, en final, je sais pas. Je pense, je vais tout faire pour que mes actions de maîtrise de risque me permettent de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais on sait jamais. On sait jamais. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur des DM nouveaux, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et où on se disait ça n'arrivera pas. On a eu des exemples récents de produits implantables actifs où des patients se sont enlevés les batteries de leurs produits en cours d'utilisation. Je pense que les gens qui gèrent l'analyse de risque, au moment se disent non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Si, en fait, on peut. Donc ce genre de risque, même si c'est délirant, à partir du moment où mon produit est nouveau et que j'ai pas d'état de l'art, moi j'aurais tendance à le conserver. Donc on va arriver à un compromis où si on estime qu'un risque est complètement insignifiant, mais qu'il est porté par quelque chose dont on n'a pas encore toutes les preuves de fiabilité, on va quand même se le garder sous le coude pour voir comment il évolue. Donc toi tu le mettrais dans la surveillance, mais après ça obligerait pas à le maîtriser en première intention. Je reprends cet exemple, bien entendu, oui. Il est extrêmement bas, je vais pas aller me faire un système waterproof dans tous les sens pour pallier à ce risque. On est d'accord. Mais après, encore une fois, c'est casse la figure parce que vous allez vous retrouver dans des analyses initiales où vous aurez donc des risques délirants avec un niveau très très faible qu'on ne retrouvera plus dans la maîtrise, et là l'auditeur risque de râler. C'est quelque chose à faire en bonne intelligence, et je pense que si c'est clairement défini dans la politique d'acceptation des risques, cette histoire de risque très très bas mais qu'on a quand même détecté, ça peut passer parce qu'on verra qu'il y a l'honnêteté intellectuelle et qu'on ne peut pas de toute façon maîtriser autant que possible tous les risques qu'on pourrait imaginer. Ça c'est complètement ingérable. Tout à fait. Du coup j'en arrive à ma dernière colonne. Cette colonne, c'est là où on décide si on va maîtriser le risque ou pas. Donc c'est la discussion qu'on a eue, sachant que là dans cet exemple il n'y a qu'un seul risque que je ne vais pas maîtriser parce qu'il est très 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 bas d'un point de vue, là c'est les probabilités qui portent tout. Je suis à un niveau -4, c'est une chance sur des dizaines de millions quoi, ou des centaines de millions. Donc j'ai fait mon estimation initiale et maintenant, donc les risques qui ont un niveau de risque non négligeable, donc non très 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 bas, je vais les maîtriser. Attends, juste il y avait une petite question, en tout cas je crois, si tu peux revenir sur l'onglet précédent. Attends, qu'est-ce que j'avais vu? Non, en fait j'avais rien vu. En fait je pensais que tu avais pour... Si, en fait, je l'ai vu, pardon, excuse-moi. Si tu regardes le risque R7 et le risque R7M, dans le type de dommage, on voit qu'on a le même dommage,
mais on voit en termes de gravité qu'on a 2 gravités différentes. Non, ça c'est un mot copier-coller. Hop. Ah d'accord, ok, c'est bon. J'ai rien dit. Parce que ça va pas jusqu'à... Ça s'arrête à 5. Ok, parfait. Très bien, c'est rien de spécial. Par contre, on va regarder ce risque, c'est le risque de mal gonfler le brassard et donc de faire une mauvaise mesure de la tension. Là, ce qui change, c'est les niveaux de probabilité. Alors, d'une part, de mal le gonfler, parce que dans un cas, c'est un patient au domicile qui va le faire, donc on peut partir du principe, si on n'a pas bossé aptitude à l'utilisation, que on n'a rien qui nous prouve qu'il arrivera à le gonfler, donc qu'il va se planter à chaque fois. Cette probabilité va être fortement réduite une fois qu'on aura fait de l'aptitude à l'utilisation. Par contre, dans l'autre utilisation prévue, cette fois, c'est un professionnel de santé qui va faire ça. Lui, c'est son métier, donc la probabilité qu'il gonfle mal le brassard est nettement plus basse. De même, la probabilité de prendre en compte un résultat de mesure qui serait faux parce qu'on a mal positionné le dispositif, j'imagine qu'elle est plus élevée chez un patient qui n'a pas trop d'esprit critique sur la mesure qu'il a en face des yeux, plutôt que chez un professionnel de santé. Voilà, okay. Donc dans l'exemplaire 7, l'utilisateur fait qu'on ne pondère pas les risques de la même manière. Et du coup, cette différence entre... d'un côté le patient pour R7 et de l'autre côté le professionnel de santé, tu le montres comment dans ton tableau, parce que on fait appel aux mêmes utilisations. Non, là c'est vraiment encore un problème de copier-coller. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Ok, très bien. J'ai fait dérouler des lignes assez vite. Là je l'indique dans l'identifiant du risque. R7 normal, okay, c'est R7, sinon R7M pour dire que c'est un médecin cette fois. D'accord. Et du coup, là, dans la case utilisation, tu vas mettre les utilisations qui font appel à des professionnels de santé. J'aurais dû plus bosser ça. Et les utilisations avec le professionnel de santé, c'est juste U2. Donc, okay, si j'avais pas fait ça comme un sage, ce serait U2. Et ça s'enlève. Ok, d'accord. Bah, Je nettoierai la feuille avant de la diffuser. J'ai tout compris. Allez, on continue. Donc, il y a des risques qu'on a décidé de maîtriser. Donc, la première étape, c'est de récupérer les estimations du risque initial, donc son identification, dans quelle utilisation prévue, et puis les valeurs qu'on a estimées. Et ensuite, on va expliquer comment est-ce qu'on va faire les mesures de maîtrise. Pour ça, je vais rappeler un petit coup ce que c'est que la maîtrise des risques. On part d'un risque initial, les 3 étapes sont demandées par le règlement et par la norme. On regarde si on peut le réduire par conception, si on peut, on réduit autant qu'on peut par conception. S'il reste quelque chose à réduire ou si on n'avait pas réussi à le réduire par conception, on se pose la même question par protection. Sachant que protection, c'est assez vaste, hein. Ça va de, je sais pas moi, une barrière qui tombe pour éviter d'aller se coincer les doigts dans des parties en mouvement. Donc ça, c'est une vraie protection qui va quasiment détruire le risque, même si elle va en entraîner d'autres. Et on a des protections un petit peu moins efficaces. Les alarmes sont considérées comme une protection dans les normes. Alors que moi, je les mettrais plus entre la protection et l'information, hein, parce qu'une alarme, c'est une protection qui dépend vachement de la réaction de l'utilisateur quand même. Tout à fait. Alors je reviens, on essaye par conception, on essaye par protection. Si ça marche pas ou s'il reste quelque chose, on le fera par information fournie à l'utilisateur. Donc là aussi, il y a tout un tas de degrés dans l'information fournie. La moins efficace, c'est très certainement le manuel utilisateur qui est assez rarement lu. Ensuite, pour augmenter l'efficacité, le marquage sur un dispositif, c'est pas mal. Former les gens, c'est très bien. Et avoir un dispositif qui papote avec vous pour vous donner des messages en fonction de ce que vous faites, c'est encore mieux, là, niveau information. Donc voilà un petit peu tout le dégradé de ce qui est possible de faire comme mesure de maîtrise. On avait un risque initial, on va le réduire, jusqu'à arriver à un risque résiduel. La feuille ne montre que ça, donc les premières colonnes on recopie le risque initial qu'on avait identifié tout à l'heure. Ensuite on va dire comment est-ce qu'on le maîtrise, on choisit, est-ce que c'est de la conception, de la protection ou de l'information. On décrit la mesure de maîtrise. Ensuite, classiquement, dans les tableaux d'analyse des risques, on se rajoute par exemple une colonne qui va être responsable de gérer la mesure de maîtrise, une colonne où est-ce que je vais trouver les preuves de vérification de ma maîtrise de réduction. Là encore une fois, je vous propose un tableau juste avec des cellules utiles pour les calculs, hein. J'ai pas mis tout ce qui est qualité autour.
Alors, on a eu le risque initial, on a fait une maîtrise et on va regarder l'impact sur le risque résiduel. Je prends un premier exemple, c'est le risque où je gonfle mal le brassard de mon tensiomètre. La première idée que j'ai par conception pour essayer de réduire le risque, c'est de rajouter un asservissement de pression. Donc en même temps qu'il se gonfle, il va contrôler la pression pour se mettre à la bonne pression tout seul. Techniquement, j'ai beaucoup réduit la possibilité d'avoir un problème de brassard mal gonflé, même si ça reste encore possible. Bon, vu que ça reste encore possible, je vais rajouter une protection, et là ce sera une alarme qui va passer au vert quand la pression sera bonne. Donc en plus d'avoir la machine qui se gonfle toute seule, on aura en plus l'utilisateur qui va contrôler l'état avec cette LED témoin. Donc là, j'ai encore diminué ma probabilité de me retrouver avec le danger où mon brassard est mal gonflé. Et maintenant, je vais encore essayer de le réduire, ce risque, parce que bon, là, il se retrouve à un niveau très faible, mais pour le fun, je vais le réduire autant que possible, et même pour faire plaisir au règlement. Et je me dis que par information, il y a aussi quelque chose à faire, c'est-à-dire de demander au patient de contrôler l'état de gonflement et de lui donner 2-3 indicateurs sur ce qui fait qu'un brassard est mal gonflé. Et là, j'ai pas réduit ma probabilité d'avoir le danger, par contre j'ai réduit ma probabilité d'avoir les situations dangereuses. La situation dangereuse, c'était il est mal gonflé, ça fait une mauvaise mesure, mais je l'interprète quand même. Là, vu qu'on aura sensibilisé le patient, la probabilité d'avoir les situations dangereuses est quand même moindre. Vous remarquerez que à chaque fois que j'ai appliqué une mesure de maîtrise, j'ai créé une nouvelle ligne, et ça c'est vraiment pour clairement voir l'impact sur l'estimation du risque de chaque maîtrise. C'est très désagréable quand on a un gros paquet de maîtrises sur une seule ligne et qu'à la fin on a un risque qui passe de 100 à 2 et on ne sait pas trop comment. Donc là ça permet vraiment d'avoir cette explication, cette cohérence. Vous voyez qu'à chaque fois j'ai mis en gras l'estimation qui avait bougé. Et en plus, si vous rajoutez toutes les colonnes qui vous permettent d'avoir la traçabilité entre ce que vous définissez comme maîtrise, la mise en œuvre, la vérification, etc., ça vous fera, c'est du pain béni pour avoir une bonne traçabilité, tout ça. Donc on applique autant de mesures de maîtrise qu'on peut, mais là je ne vais pas vous expliquer la maîtrise des risques. Et une fois qu'on a un niveau qui est convenable ou qu'on est à sec de mesures de maîtrise, et on arrête. Je te laisse réagir. Oui, donc du coup, le dernier niveau que tu considères pour ton risque, c'est bien sûr la dernière strate que tu as rajoutée, à savoir l'information. Ok, voilà. Très bien. Alors à la base, j'avais un risque à 2,6, j'ai mis un coût de conception, il est passé à 1,3, un coût de protection à 0,6, et un coût d'information, il est à moins 0,1. Avec les échelles que j'utilise, un risque entre 0 et 1, il y a plein de dispositifs qui ont ce genre de risque, mais généralement on essaye de les bosser encore un petit peu. Ensuite, dès qu'on devient négatif, c'est que généralement on a bien fait le boulot, quoi. D'accord, ok. Non, mais c'est très clair. C'est sûr que pour des produits qui ont beaucoup d'actions, ça va être un tableau qui peut avoir de la quantité, mais par contre, ça va enlever le côté magique, comme tu le disais justement, où je passe d'un niveau 100 à un niveau 1. Entre les deux, j'ai un pavé de texte qui m'explique tout ce que j'ai fait, et je sais pas du tout la pondération et le poids de chacune de ces actions. Avec un tableau comme tu le proposes, on sort du côté magique, je passe de 100 à 1 en un claquement de doigts, et j'ai quelque chose qui est beaucoup plus rationnel et qui est défendable. Et en l'occurrence, si par exemple demain dans la PMS, je me rends compte qu'une de mes actions de conception ou qu'une de mes actions de maîtrise de protection a échoué, eh bien je peux facilement changer juste le niveau de cette action qui a échoué, ou du moins qui ne semble pas efficace, et la remplacer par une autre. Donc non, c'est un super tableau. Et c'est aussi pour faire plaisir aux auditeurs et prouver qu'on respecte la réglementation, ou à chaque fois on va commencer, et si on commence pas par conception, c'est un truc à justifier aussi. Si en première intention c'est par information de l'utilisateur, c'est que techniquement c'est pas possible de le résoudre par conception ni par protection, hein. C'est à justifier, ça je l'ai pas précisé, mais c'est à justifier quand on n'attaque pas par la conception. Tout à fait. Ensuite, alors il y a la notion, non, je vais préciser ce qu'il y a là-haut. Là-haut, il y a le calcul du niveau de risque global initial et celui du niveau de risque global résiduel, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on a progressé.
Comment est-ce qu'on calcule des niveaux de risque globaux? Alors le risque global, c'est la somme des risques, et le niveau du risque global, c'est le log du risque global. C'est les maths. On se rend compte qu'il y a une différence de 1,3. Là, dans cet exemple, on a un rapport de 1 à 18 entre les risques initiaux et les risques finaux. Des essais que j'ai fait, souvent c'est en 3, 4, 5, c'est les rapports qu'on a. Donc 3, 4, 5, 0 entre les risques initiaux et les risques résiduels. Ensuite, il va falloir choisir... Non, on va rien choisir du tout, c'est la feuille qui vous dit tout seul, ça, qui va vous dire si le risque est un risque clé ou pas. Et c'est quelque chose qu'on fait également au niveau des bénéfices, j'ai oublié de vous en parler. Alors, pourquoi cette notion de risque et de bénéfice clé? C'est parce qu'on va se rendre compte que pour l'estimation de l'acceptabilité qui va passer par le bénéfice-risque, c'est pas du tout tous les risques et tous les bénéfices qui servent à quelque chose. Là, dans cet exemple, les deux derniers risques, là, les deux dernières lignes ne pèsent que dalle par rapport au risque du dessus. Donc en fait, il n'y a que les risques clés que je devrais vraiment prendre en compte et qui sont susceptibles d'impacter le bénéfice-risque. Parce que si je prends des risques pas clés et que je les prends pour mon calcul du bénéfice-risque, ça va strictement rien changer. Donc il y a cet indicateur, ça vous indique donc les risques à récupérer pour l'onglet acceptabilité, et également ça permettra de justifier que sur les autres risques vous avez peut-être un petit peu moins de données, un petit peu moins de traçabilité parce qu'ils sont pas clés et parce que ça va pas changer la phase du bénéfice-risque de votre produit. Par contre sur ceux qui ont été tagués comme étant clés, vous devez avoir toutes les données, toute la traçabilité, toutes les preuves. Je précise comment est-ce qu'on évalue que quelque chose est clé ou pas. C'est vraiment tout bête, c'est on regarde l'écart entre le risque global et la valeur du risque. Si on est trop éloigné du risque global, en fait on va pas peser dans le risque global, donc on n'est pas un risque clé. Ce paramètre se règle ici, et de manière assez arbitraire, mais ça marche plutôt bien. Je mets un écart de 1,5, donc c'est 10 puissance 1,5, donc c'est un écart de plusieurs dizaines, entre le niveau global de risque et les risques qui seront considérés comme étant clés. Est-ce que tu as compris cette histoire de risque et bénéfice clés ou pas? Oui, ça me semble compréhensible. Maintenant, pour que je comprenne bien, ça on ne peut le faire qu'à la fin. On peut le faire une fois que tu connais. Parce que tu vois, par exemple, justement, moi c'est exactement à ce tableau que je pensais. Imaginons, là je me trouve dans un cas où je dois appliquer ça pour un produit qui est déjà sur le marché. Pour moi, j'ai déjà ma PMS, j'ai déjà mon évaluation clinique et mon aptitude à l'utilisation. Je peux remplir tout le tableau bénéfice et tout le tableau risque sans aucun problème. Si je suis en conception, par contre, pour moi, si je me retrouve en conception, théoriquement, je vais avoir besoin en P2 de l'aptitude à l'utilisation et en P3 de l'évaluation clinique. Comment est-ce que tu fais du coup en conception pour avoir de la data pour générer ces probabilités 2 et probabilité 3, notamment du bénéfice, et du coup définir ce qui est clé ou pas? Alors tu définis ce qui est clé selon une estimation qui reste une estimation, et ensuite les preuves que tu apportes plus tard, c'est plus pour confirmer tes estimations que les changer du tout au tout. Tout ça pour te dire qu'il n'y aura pas un gros écart entre ce que tu auras estimé et ce que tu vas constater. Ça va se jouer à quelques points près d'habitude, à tout péter, quelques dizaines de points si tu t'es ramassé. Mais quelques dizaines de points, ça suffit pas pour rendre quelque chose qui était clé plus clé ou inversement. Donc tout ça pour te dire qu'avec ta première estimation, ça suffit largement pour savoir si t'es clé ou pas, sauf si tu t'es planté d'un facteur 10, ce qui serait du délire de se planter d'un facteur 10, surtout sur les bénéfices. Ça arrive assez rarement, ouais, tout à fait. Ok. Donc, dès le début de la conception, tu peux avoir ça, et crois-moi, les données que tu auras plus tard ne feront que préciser ces chiffres, mais on ne se sera pas planté de plus de 10 points. Voilà. D'accord, ok. Donc cette notion de clé, en fait, elle repose essentiellement sur le poids qu'a le bénéfice et ou le risque par rapport à la globalité des bénéfices et ou risques. C'est exactement ça. Ok.
c'est ne prendre que les plus importants pour pousser jusqu'au bout le travail. Hein. Il faut tout maîtriser, avoir des preuves pour tout. Mais je veux dire, on reste des humains, on va pas passer des années et des années à faire des dossiers techniques. Et on s'acharne sur ce qui pèse, quoi. C'est là-dessus où on doit avoir les fesses propres, où il doit y avoir aucun doute, aucune estimation, aucune approximation, et un suivi très poussé. Et vu qu'il faut identifier des choses critiques, des choses pas critiques, c'est là où il y a cette notion de bénéfice et risque clé, vraiment portée par l'écart entre le niveau global et le niveau particulier. Ok. Juste, je précise, bon là il n'y a pas beaucoup de lignes, je sais pas si ça apparaîtra bien, mais un bénéfice est clé pour. On parle toujours d'une utilisation prévue, hein, c'est pas pour le dispositif médical en général. On peut avoir un bénéfice ou un risque qui sera clé dans une utilisation et qui ne le sera pas dans l'autre. Donc cette sélection de est-ce que je suis clé ou pas, ça doit se faire en ayant filtré par utilisation. Sur U1, bon là j'ai passé l'exemple, donc ça va pas sauter aux yeux, mais sur l'utilisation numéro 1, j'ai tout qui est clé, et sur la 3, non, j'ai qu'un seul risque clé. Donc tu vois, en fonction de l'utilisation, on n'aura pas les mêmes risques et les mêmes bénéfices qui seront clés ou pas, parce que ça dépend du risque ou du bénéfice global. Bien sûr. Donc on fait on extrait les risques et les bénéfices clés par utilisation prévue, et ensuite on va pouvoir en tenir compte pour évaluer le bénéfice-risque. Non, ça j'en parle pas encore. Alors, l'évaluation du bénéfice-risque, écoute, là il n'y a pas d'exemple, donc je propose de le taper à la main. On va avoir un premier bénéfice 1, on est sûr de l'avoir à 98% et il va nous sauver la vie, donc une importance de 5. Donc on le met à 5, quoi. Alors là, on le voit sur l'échelle, hein, du coup le point de bénéfice, il est allé tout en haut à droite du graphique, il est vraiment au point maximum. Donc ça, c'est la situation parfaite. Ça, c'est ce que on vise tous, sauver la peau de tous les patients à chaque fois qu'on allume le dispositif. C'est ça. Ensuite, on a un bénéfice plus confidentiel, je sais pas, allez, il va marcher une fois sur deux, mais c'est pas lui qui change la face du monde, on va le mettre à 2,5. Allez, paf. Et ensuite, pour les risques, un risque de 1% de se retrouver dans le coma. Hop. Et ensuite, un risque de 1 pour 10 000. D'avoir un truc très, très grave. Alors je suis désolé, c'est Excel, il m'a mangé la moitié des étiquettes, je sais pas pourquoi, c'est depuis ce matin, il veut plus me les afficher, donc si vous êtes meilleur que moi, lâchez-vous. Alors j'ai rentré mes bénéfices clés, mes risques clés, et en fait ça calcule l'écart entre les deux. Je vais un petit peu baisser le bénéfice maximal pour que ce soit plus clair, encore un petit peu. Allez, voilà, comme ça c'est joli. J'ai mes deux bénéfices, mes deux risques. Les titres en pointillés, ça représente d'un côté le risque global, de l'autre côté le bénéfice global. Je me rends compte que j'ai un niveau de bénéfice global à 3,1, niveau de risque global à 2, donc j'ai un écart de bénéfice-risque à 1. Là, il y a une histoire d'arrondi qui fait que 3,1 moins 2, ça fait 1, mais c'est vraiment qu'une histoire d'arrondi. Tout ça, eh ben, ça permet d'avoir un niveau de bénéfice-risque. Déjà pour pouvoir accepter chaque risque, c'est-à-dire que pour chaque utilisation prévue, je vais regarder mon niveau de risque, je vais le comparer au niveau de bénéfice global, ça me donne un niveau de bénéfice risque pour chaque risque individuellement, pour pouvoir décider si je l'accepte ou pas. Bon là j'ai été très méchant dans mon exemple, je vais un petit peu baisser les chiffres parce qu'on ne pourra jamais le commercialiser ce truc. Non, je pense pas, non. Je pense pas qu'on nous donne un marquage sur 1% de come-out garanti. Non, on va arrêter de tuer les gens. Hop, ça va mieux là, c'est plus joli. Oui, exactement. Ouais. Allez, un petit peu plus bas. Non. Allez, voilà, parfait. Donc, dans cette utilisation prévue, le risque 1 par rapport à la somme des bénéfices, j'ai un niveau 4, c'est très élevé, donc j'ai un écart de 10 000 entre ce bénéfice et l'ensemble de mes risques. Vu qu'avant j'ai maîtrisé autant que possible, vu que j'ai respecté l'état de l'art, oui, je l'accepte ce risque. Voilà comment est-ce qu'on accepte un risque en 2019. D'accord.
Ensuite, je vais me poser la question sur R2. Là, c'est moyen, franchement, moyen, c'est pas terrible. Hein. Mes profs me l'ont souvent dit, ça. Donc, il faut décider quelque chose. Est-ce que je vais l'accepter, pas l'accepter? Si vous n'avez pas réduit autant que possible, vous ne l'acceptez pas, vous retournez en réduction. S'il y a des petits copains qui ont trouvé un moyen d'avoir un meilleur rapport bénéfice-risque, vous l'acceptez pas et vous mettez en œuvre les mêmes solutions techniques. Par contre, si vous êtes au bout du bout, je veux dire, à partir du moment où le bénéfice-risque sera positif et que vous ne pouvez pas faire autrement, vous l'acceptez. Et ensuite, on a une acceptation à faire sur le niveau global, où là, on compare vraiment la somme des risques à la somme des bénéfices. Globalement, tu vois, la valeur elle est à peu près entre les deux niveaux de bénéfice-risque des deux risques. Ouais. Là, je suis élevé, j'ai fait tout mon boulot autant que possible. Comparé aux autres alternatives médicales, elles ont toutes un niveau de bénéfice-risque entre 2 et 3, donc je l'accepte. Donc vous l'aurez compris, il faut se comparer aux alternatives. C'est assez vite fait de remplir ce genre de tableau, hein, parce qu'encore une fois, les bénéfices et les risques clés, il n'y en a pas 40, et vous les connaissez à peu près chez vos concurrents, et puis même si vous vous plantez dans vos estimations d'un facteur 1 ou 2, enfin tant que c'est pas un facteur 10, c'est bon, ça n'impactera pas trop le rapport bénéfice-risque. L'information justement sur les concurrents, tu dis qu'on se compare aux concurrents, on la rajoute où ? Tu te fais un autre tableau, copier-coller. On se fait un autre tableau de chiffres, okay. Ouais, j'ai pas voulu partir dans des feuilles où on pouvait faire des comparatifs. Les gens peuvent se le faire, hein, c'est vraiment pas dur. Ça. Bien sûr, ouais, tout à fait. Donc là, c'était l'acceptabilité pour une utilisation. Encore une fois, cet onglet, on s'attend à l'avoir pour chaque utilisation prévue. J'irai pas plus loin. Moi, ça me suffit pour conclure sur l'acceptabilité. Si ce n'est 2-3 russes que je vais te montrer un petit peu après. Mais là, t'en penses quoi ? J'en pense que c'est une nouvelle approche, que c'est une approche beaucoup plus structurée de l'analyse bénéfice-risque, qui va nécessiter néanmoins une prise en main, notamment pour l'onglet bénéfice. Autant l'onglet risque et maîtrise, je pense qu'ils vont être déployés très rapidement parce que, comme tu l'as dit, c'est des notions qui sont aujourd'hui, qui commencent à bien être connues de la part de la majorité des fabricants. Autant la notion de bénéfice, c'est un vrai exercice nouveau, obligatoire, on le rappelle, apprend à faire, et qui, avec ton outil, est assez simple d'approche. Mais c'est ça qui est fou, on parle de fabricants de dispositifs médicaux, et on explique qu'en 2019, la notion de bénéfice est assez nouvelle. On voit bien qu'on a affaire à des industriels qui ont été traités comme des industriels depuis 20 ans, et que maintenant, on est en train de se rendre compte qu'on fait du médical. C'est ça. Après, à la décharge des fabricants, je pense que c'est aussi l'approche avec laquelle ils ont été audités depuis des années. Ah oui, c'est que, tu vois, là, on audite toujours un dossier technique d'un point de vue quel est le risque pour le patient et comment vous les avez maîtrisés. Mais on nous demande rarement quel est le bénéfice pour les patients et comment est-ce que vous avez maîtrisé ce bénéfice. On le commence à voir notamment avec le nouveau MedDev, enfin le nouveau qui est sorti en 2016, le MedDev 2/7 révision 4 pour l'évaluation clinique. L'évaluation clinique a commencé à être centrale depuis maintenant 2 ans à peu près. Avant, avec le REV3, c'était pas central du tout. On faisait des équivalences entre 5, j'ai déjà vu des équivalences entre 10 dispositifs médicaux différents. Donc tu te compares toi en récupérant les données de 10 autres DM qui n'ont au final pas grand chose d'équivalent les uns avec les autres, et ta conclusion elle était, on va dire, floue. C'est la définition du 510K, non ? Ah bah non, mais on parle pas des États-Unis qui sont dans le niveau 0 du clinique, en tout cas pour les 510K. Mais là, c'est clair que la notion de bénéfice aujourd'hui, là depuis le nouveau MedDev, du coup, ça fait 2 ans que les fabricants ils font ce nouveau MedDev, et du coup, ils ont des recs qui commencent aujourd'hui à avoir des données intéressantes. C'est vraiment le moment de capitaliser sur ces recs qui ont des bénéfices, qui ont souvent des données cliniques propres à leur dispositif, et on peut clairement compléter ces analyses de bénéfices qui font de toute façon une partie intégrante des stratégies réglementaires de demain. On peut plus, comme tu l'as très justement dit au début, on peut plus se passer du bénéfice aujourd'hui avec le nouveau règlement, c'est impossible. Et puis c'est dans l'intérêt de tout le monde, et le boulot était quasiment déjà fait. Regarde, définir les grandes mailles d'un bénéfice, phénomène, incidence, etc. C'est quelque chose qu'on fait avant même de décider de concevoir. C'est la bonne idée qu'on a en tête, voilà, il suffit d'enregistrer, ensuite mettre des chiffres dessus. C'est juste d'enregistrer, voilà, toutes les preuves qu'on aura accumulées pendant tout le travail qu'on a fait. Je trouve pas que l'effort soit énorme de formaliser tout ça. Les bénéfices, il n'y en a pas 40.
Et puis c'est sympa de bosser sur des bénéfices un peu plutôt que toujours bosser sur des risques. C'est comme les retours positifs dans les rapports PMS. C'est Moi, c'est un de mes points que j'essaye toujours de faire en sorte que ça se passe. C'est que dans un rapport PMS, bien sûr qu'on met les réclamations, les matériaux, on met tout ce qui arrive. Mais si vous avez aussi des retours de clients qui vous disent que vos produits sont top, mais mettez-les. Parce que c'est des données qui sont extrêmement importantes pour vous et qu'un rapport PMS, c'est pas la liste des problèmes, c'est la liste de tout ce qui arrive, y compris les données positives. Ça me rappelle une super histoire où un jour quelqu'un m'avait demandé, j'ai constaté en surveillance que la probabilité de mon risque elle est inférieure à ce que j'avais estimé, mais j'ose pas le corriger. mais allez-y, mais foncez quoi, vous êtes planté, c'est normal, pour une fois que c'est à la baisse, corrigez. Ah bah clairement oui. Alors j'avais encore 2 autres petits trucs à te montrer. Oups, je me suis trompé, c'est affiché que je voulais faire. Voilà, alors la colonne U sur B, alors c'est particulier, c'est expliqué ici. C'est dans le cas de dispositifs qu'on devra utiliser plusieurs fois avant d'atteindre le bénéfice. C'est le cas, par exemple, une sonde de rééducation pour un post-accouchement. Là. C'est quelque chose où il te faut tout un tas de séances avant d'arriver au bénéfice. Oui, tout à fait. Dans ce genre de cas, ce qu'il faut concevoir, c'est que si on est sur un produit qui nécessite une utilisation par bénéfice, je vais être exposé au risque autant de fois que ce que je serai exposé au bénéfice. Si dans un autre exemple, il me faut 5 utilisations, 5 fois je serai exposé au risque et une fois je serai exposé au bénéfice. Enfin, c'est pour schématiser, parce qu'en fait le bénéfice, 9 fois sur 10, il va venir au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, dans les estimations de probabilité qu'on a fait, on en discutait tout à l'heure, c'est vis-à-vis d'une utilisation à chaque fois. Donc, on pourrait se retrouver avec un biais où on se retrouve à pondérer des risques pour chaque utilisation du dispositif et pondérer les bénéfices pour une utilisation qui inclut plusieurs recours aux bénéfices. Donc pour compenser ça, en fait, mathématiquement, il faudrait que cette fréquence elle soit multipliée par 5 ou celle-là elle soit divisée par 5. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, oui. C'est ce que je fais. Donc si le bénéfice B2, il me faut 10 utilisations du dispositif pour l'avoir, virtuellement, je flingue sa probabilité de 10 et en fait, tu vois, le niveau de bénéfice perd 1 point. Okay. Et ça, il faut en tenir compte parce que ça impacte sur la balance bénéfice-risque et souvent au niveau des estimations, ça se fait au niveau de chaque utilisation. Donc si on a plusieurs utilisations pour un bénéfice, il ne faut pas oublier qu'on sera exposé tout un tas de fois au risque. Donc ça, c'est la petite astuce, mais c'est loin d'être le cas de tous les dispositifs. Un implant, on ne se pose pas la question, par exemple. Oui, un implant, une fois qu'il est mis en place, on considère que c'est une utilisation. C'est pas à chaque fois que le patient se lève ou à chaque fois que le patient marche, on ne va pas considérer ça. Ouais. C'est exactement ça. Et de même, la probabilité qu'on aura pour les risques autour d'un implant, c'est surtout le cycle de vie. Bien sûr. Mais il y a des probabilités, je pense surtout quand c'est plus technique, dès que ça parle de mécanique, de logiciel, d'électricité, etc. Là, on a des probabilités par utilisation. Tout à fait. À noter que les fabricants doivent bien... lorsqu'ils vont considérer qu'ils ont un nombre d'utilisations X, par exemple, pour leurs dispositifs médicaux, il faut bien qu'on retrouve ce même nombre d'utilisations dans d'autres documents du dossier technique, et notamment la biocompatibilité. Biocompatibilité, on parle aujourd'hui de caractérisation chimique et d'exposition à des produits relargables et extractibles de nos DM. Bien entendu, le risque est aussi pondéré par rapport à la fréquence d'utilisation. Donc cette fréquence, elle doit être cohérente dans l'ensemble de vos strates techniques de votre dossier technique. Oui, et de la difficulté d'avoir la traçabilité dans les données qu'on utilise dans les dossiers techniques. Le top, c'est de l'avoir écrit à un seul endroit et qu'elle soit appelée par le reste, mais c'est pas toujours évident quand on bosse avec la suite Office. Tout à fait. Un dernier point que je voulais aborder, c'est ici. En fait, tiens, je vais te mettre un autre exemple pour mieux le comprendre. Alors, lui, je dégage. Ok. Allez, c'est bon. Alors là, virtuellement, j'ai fait un cas où j'ai juste un bénéfice qui va arriver 100% du temps. C'est ce qui est quand même le pied.
Ouais. En profil bénéfice-risque, j'aurai qu'un seul profil possible, c'est-à-dire 100% du temps, je n'aurai que des bénéfices. Maintenant, j'ai un dispositif qui, le bénéfice, c'est plus 100% du temps, c'est 90% du temps. Je me retrouve dans une situation où 90% du temps, les patients auront le bénéfice, mais 10% du temps, il va se passer strictement rien du tout. Le rien du tout, ça peut mériter d'être pris en considération, mais en théorie, dans votre analyse des risques, vous avez déjà identifié les risques associés au fait que le dispositif ne marche pas. Donc là, si j'ai rien, ça veut dire que j'ai ni le bénéfice ni le risque associé au fait que le bénéfice ne marche pas. Fou que je suis pas clair. Alors, on va continuer de définir les cas possibles. Je rajoute un risque à 1%. Alors là, maintenant, j'ai toutes les situations possibles. Je peux avoir que le bénéfice, c'est-à-dire les 90% de l'avoir et les 99% de chances de ne pas avoir le risque. Je peux avoir rien du tout, c'est un petit peu moins fréquent que tout à l'heure parce que j'ai quand même une chance d'avoir le risque. Et je peux avoir tout un tas de cas où j'aurai du risque et du bénéfice. Et un dernier profil possible, c'est quand j'ai uniquement des risques. Pourquoi est-ce que je vous invite à avoir ce genre de truc en tête? C'est parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on fait la balance bénéfice-risque. En fait, c'est juste la zone j'ai des risques plus des bénéfices qu'on regarde. Et c'est qu'un nombre limité d'utilisation. Ce qui peut être vraiment très 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 craignos, c'est quand on a des risques sans avoir les bénéfices. Donc là, l'idée, c'est de regarder ces probabilités, de voir si, compte tenu du nombre de recours qu'on aura du dispositif sur toute la durée de vie de tous les dispositifs qu'on a prévu de vendre, voir si dans notre vie, on ne sera pas susceptible d'être confronté à des situations où les patients n'auront que les risques sans aucun bénéfice. Donc là, le rapport bénéfice-risque, il est catastrophique. Ah bah oui. Et donc, voilà, vraiment, je vous invite, j'ai des feuilles Excel qui font ce genre de boulot sous la main, mais je vous l'ai pas mis là. Je vous invite à tenir compte des situations extrêmes où des risques peu probables mais d'un niveau de gravité élevé risquent d'arriver tout seul si vous avez beaucoup d'usage de vos dispositifs. Et ça, dans la vie d'un fabricant, c'est craignos, il faut le gérer. Donc vous pouvez anticiper ce genre de situation en regardant les probabilités que vous avez estimées. Ok. Oui, c'est très clair, et c'est vrai que c'est des données, enfin, des profils comme ça, je les ai jamais vus présentés tels quels. Et après, encore une fois, ça n'intéressera pas tout le monde. C'est intéressant de l'estimer pour voir si ces probabilités, donc vraiment de cas extrêmes où j'ai que des risques, sont élevées ou pas, et encore une fois, le mettre en regard du nombre de dispositifs et du volume de leur utilisation. Tout à fait. Eh bien écoute, je crois qu'on a fait le tour de cette feuille Excel. Je crois que j'ai pas montré cet onglet, c'est l'onglet où il y a l'épreuve de validation de la feuille, j'ai pas encore fini. C'est très sommaire, hein, c'est très technique, le nom de la variable, l'exigence, la revue du code, ce qui pourrait largement suffire dans le cas de la validation d'une feuille Excel, parce qu'on sait que le code marche et quand c'est aussi simple que ça, c'est peut-être pas la peine d'aller jusqu'à faire des tests. Néanmoins, pour faire plaisir à tous les auditeurs qu'on pourrait rencontrer, j'ai également fait des tests. Je suis déjà tombé sur des auditeurs qui me demandaient de refaire tout ce bazar tous les ans, donc voilà, c'est en fonction de l'auditeur. Voilà, ceci conclut cette présentation. Arnaud, je vais te laisser conclure. Avant de conclure, moi, j'ai juste une dernière petite question, c'est juste d'un point de vue documentaire pour le coup, pour revenir à nos petites obligations qualité. On est d'accord que ce document et toutes ces onglets, d'un point de vue documentaire, toi tu les places entre le plan de gestion des risques qui définit la méthode qu'on va appliquer et un rapport de gestion des risques qui conclut. Donc c'est c'est la continuité entre les deux, entre ton plan et ton rapport. Écoute, moi je mets tout dans un truc que j'appelle le dossier de gestion des risques et je me pose plus de questions. D'accord. Dans le dossier, j'ai la planif et j'ai la conclusion aussi. Donc j'évite de découper les documents. Et ce que je conseille aux gens, c'est d'avoir un gros dossier de gestion des risques qui peut être sacrément épais, qui est appelé par tous les autres processus, et d'avoir un tableau d'analyse des risques. Et puis maintenant qu'on est en bientôt en 2020, un tableau d'analyse des bénéfices et un tableau d'analyse du rapport bénéfice-risque. Voilà, donc dans ton dossier de gestion de risque, tu aurais ton plan et ton rapport formalisé, on va dire plus traditionnellement, et oui. Ta proposition d'Excel, là, remplacerait les tableaux qu'on utilise. Oui. Ok, très bien. Ok.
Non, mais ma conclusion, c'est que c'est un super outil que tu m'as fait découvrir aujourd'hui. C'est impressionnant le boulot que tu as déployé pour rendre ça cohérent et compréhensible. Parce que même si de prime abord, on se dit, ouah, qu'est-ce que ça va être ces bénéfices, comment on va les coter, au final, tout est terriblement logique, tout est terriblement cartésien et tout peut être facilement démontré et justifié. Et je pense que si on s'applique vraiment à déployer ce document, à le faire de manière très consciencieuse, on arrive à la fin à quelque chose qui est proche de ce qu'on observera sur la réalité du terrain et ce qu'on observera en usage clinique avec nos patients. Donc c'est un vrai outil intéressant, obligatoire réglementairement, mais qui en plus de ça est assez simple d'utilisation. C'est simple, il faut quand même s'y acclimater. Encore une fois, c'est Excel aussi au milieu, donc bien sûr. Ça a ses avantages et ses limites. Et en tout cas, dans l'approche, il n'y a aucun concept qui est complexe à appréhender. C'est en ça que je parle de simplicité. Il n'y a pas de concept simple. À chaque fois, tes explications sur le côté, comment je définis un bénéfice, comment je définis un risque, comment les deux forment la balance bénéfice-risque, tout est logique. Et c'est sûr que ça va demander du temps à prendre en main, mais ça reste aisément compréhensible parce que ça a une vraie finalité derrière. Et puis je pondère aussi, il y a un côté impressionnant, c'est d'avoir systématiquement recours à 3 probabilités. C'est pas une obligation, mais honnêtement, quand on y a goûté, on trouve qu'on fait des meilleures analyses derrière, et puis on peut les rattacher à des phénomènes différents, des activités différentes. Donc n'ayez pas peur de multiplier les probabilités. Et en fait, avoir une analyse un petit peu complexe, ça simplifie beaucoup le reste du boulot, moi je trouve. On a déjà toute la traçabilité qui est faite, on arrive à tout justifier, c'est plus agréable de bosser avec une base solide. Tout à fait. Ceci conclut cette présentation. Je te remercie beaucoup Arnaud de m'avoir retrouvé pour cette présentation. Et c'est moi qui te remercie. Et je donne rendez-vous à très bientôt à tout le monde sur Qualityzo.